Bonjour à toutes et à tous pour cette première interview de la Maison de la laïcité d'Andenne, durant laquelle nous aurons le plaisir de rencontrer Djemila Ben Habib, militante laïque de longue date, autour de son livre « Islamophobie, mon œil », paru en 2022. Alors tout d'abord, Djemila, merci de nous recevoir. Alors quelques mots pour te présenter. Donc tu es né à Kharkiv, en Ukraine. Tu as vécu en Algérie, tu as grandi en Algérie. Tu as quitté l'Algérie sous la pression du Front islamique du Salut. Tu as rejoint la France, puis le Québec, où tu as été assistante parlementaire, tu as été haute fonctionnaire, tu as été journaliste et dans les dernières années, professeur à l'université. Tu es politologue. Tu as écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels À contre-courant, à contre-courant. Ma vie à contre-courant. Ma vie à contre-courant, paru en 2009. Tu es également lauréate de plusieurs prix. Le prix de la laïcité, décerné par le comité Laïcité République en 2012, et le prix de la liberté d'expression, décerné par l'ULB-VUB en 2016. Et depuis 2019, tu es à la tête du collectif Laïcité Yallah, dont nous aurons l'occasion certainement de parler, à l'initiative du CAL communautaire. Alors, ton dernier livre, Islamophobie, mon œil, ça retrace aussi ton parcours. C'est 3 exils vécus à l'âge adulte, je dirais, où tu as été confronté à l'islamisme radical. C'est aussi une quête de liberté, tu le dis toi-même. Et ce que tu dis aussi, c'est que tu es né pour déranger, ce qui est très bien. Alors, donc, ce dernier livre aborde la question, comme son titre l'indique, de l'islamophobie, mais plus précisément de l'islamophobie comme outil entre les mains de l'islamisme radical. Alors, peux-tu nous expliquer un peu ce que recouvre pour toi ce concept d'islamophobie? En fait, ce concept-là d'islamophobie crée un malentendu et une ambiguïté dès le départ parce qu'en fait, il confond la critique des religions avec la haine des croyants. Et en l'occurrence ici, la haine contre les musulmans. Alors, autant on a le droit de critiquer et la liberté de critiquer les religions et toutes les religions, donc l'islam fait partie de ce système, d'un système idéologique, donc on a le droit de critiquer l'islam, mais autant la haine contre les musulmans est véritablement quelque chose d'odieux et de répréhensible. Or, l'islamophobie amalgame la haine des croyants et la critique de l'islam de façon particulière. Et donc, ça fait que le débat est crispé, le débat est miné, et donc on ne sait pas trop finalement jusqu'où on peut aller eh bien, dans la prise de parole. Et donc, ça fait comme on ne peut plus rien dire, eh bien, on préfère peut-être ne plus parler, ne plus participer donc au débat public. Alors, tu as vécu dans différents pays, l'Algérie, la France, le Canada et maintenant la Belgique. Alors, peux-tu nous parler des points communs ou des différences de ces pays quant aux dangers islamistes auxquels ils font face? En fait, je dirais que la grande différence entre ces pays, en fait, bon, mon pays de l'enfance et de l'adolescence et du début de l'âge adulte, c'est-à-dire l'Algérie, et les 3 pays dans lesquels j'ai vécu, la France, le Canada et la Belgique depuis 2019, c'est que l'Algérie n'est pas véritablement une démocratie où il y a une séparation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. Donc c'est pour ça que, par exemple, on retrouve un texte de loi qui s'appelle le Code de la famille, qui régit la famille, qui régit donc l'organisation familiale et qui est directement inspiré de la charia. Ça paraîtrait absurde et anachronique dans un État démocratique comme l'est la Belgique, comme l'est la France et comme l'est le Canada. Donc voilà en tout cas la grande différence de départ, c'est-à-dire établir une véritable démocratie avec une séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Ça me paraît assez évident, ça me paraît assez essentiel. Mais après, entre les 3 pays donc démocratiques, il y a aussi des différences avec la France qui a poussé, disons, très loin
le principe de séparation pour rétablir donc la laïcité donc comme un principe philosophique, politique, juridique, un principe constitutionnel, alors que la Belgique préfère la neutralité, donc la neutralité de l'État, et le Canada hésite encore, disons, entre un système, disons, de séparation à l'anglo-saxonne qui tolère en tout cas l'intrusion du religieux dans l'espace public et aussi dans la vie politique. Donc, vous voyez bien qu'au sein même des espaces démocratiques, il existe des façons différentes d'appréhender eh bien, la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Alors précisément, pour revenir sur ces différents types de laïcité, parce qu'on peut vraiment dire ça comme ça, pourrais-tu nous indiquer en quoi ces différences peuvent constituer un handicap ou un avantage par rapport à l'islam politique? Par rapport à l'islam politique, le cas de l'Algérie me semble intéressant, puis il illustre aussi de quelle façon s'organise l'islam politique dans les autres pays musulmans, c'est-à-dire qu'il prend pied, qu'il prend racine, essentiellement dans la structure familiale, mais aussi à l'école, c'est-à-dire l'école algérienne, comme l'école qui existe dans pratiquement l'ensemble des pays musulmans, à l'exception peut-être de la Tunisie et de la Turquie, et là encore, bien le principe de séparation n'est pas réellement établi à l'école, par exemple. Et donc, il y a une influence religieuse constante, permanente, dans les corpus scolaires, dans les corpus académiques, dans la façon d'appréhender la vie en société, dans la façon aussi d'appréhender les différentes disciplines. Donc ça me semble être une lacune assez évidente. Donc l'islam politique, en fait, prend pied au sein de la famille, à travers le code de la famille, donc une hiérarchie qui est clairement établie, avec un principe d'obéissance des épouses par rapport à l'époux, la polygamie, la reconnaissance de la polygamie, la discrimination concernant l'héritage entre les femmes et les hommes, bon, différentes discriminations et violences inscrites dans un texte de loi qui s'appelle le Code de la famille et à l'école. Donc, pour ma part, voilà de quelle façon, si vous voulez, l'islam politique s'est installé, avec évidemment une grande aussi ambiguïté dès le départ, c'est-à-dire dès l'indépendance en Algérie en 1962, à savoir une stratégie d'évitement à l'effet de répondre à la grande question quelle est la nature de l'État que l'on veut? Est-ce qu'on veut un État religieux ou est-ce qu'on veut un État civil, c'est-à-dire séparé du religieux? Eh bien, on n'a pas véritablement répondu à cette question. On a vécu dans une forme d'hybridité pendant une 30 voire 40 ans et on continue de vivre dans une forme d'hybridité. Et donc, ce qui a fait que l'islamisme a malheureusement s'est servi de ces brèches eh bien, pour essayer d'asseoir donc son hégémonie, essayer de travailler le corps social. Quant aux grandes démocraties, les grandes démocraties, elles vivent aussi dans une espèce d'hésitation, d'ambiguïté. Tolérer l'intolérance, par exemple, est devenu quelque chose de commun, quelque chose de fréquent. Ne pas établir la ligne entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Encourager la diversité, par exemple, mais malheureusement confondre la diversité avec l'instrumentalisation de la diversité. Donc ça aussi, ça fait partie donc des grandes questions, des grandes préoccupations qui préoccupent les démocraties. Donc on sent que au sein des démocraties, il y a de grandes hésitations et ça profite évidemment à des gens qui ont un agenda politique, qui sont dans l'instrumentalisation du religieux et qui peuvent aussi, donc, à travers ces petites brèches, eh bien, malheureusement, faire avancer leur agenda politique. Alors, revenons justement parlons de ces grandes démocraties. La question qui suit peut porter sur la Belgique, mais aussi sur la France. Donc, l'islamophobie peut aussi constituer une ligne de fracture dans le monde laïque, comme d'ailleurs au sein de la gauche, pour reprendre aussi un autre environnement. Entre une laïcité
qui serait une laïcité affublée donc d'un épithète, une laïcité ouverte, une laïcité inclusive d'un côté, et de l'autre côté, une laïcité qui, elle, ne serait pas relativiste, ce serait une laïcité plus universelle. Alors, c'est un casse-tête. Comment résoudre ce casse-tête? Comment résoudre ce casse-tête? En se rappelant en fait d'où l'on vient, c'est-à-dire nous sommes d'abord et avant tout une famille d'humanistes. Je pense que ça c'est essentiel de se le rappeler et que l'humanisme, en tout cas, considère l'autre comme étant la continuité de soi. Si moi je peux, disons, raisonner, eh bien l'autre qui est en face de moi, il est aussi en mesure de raisonner. Donc ça, je pense que c'est le grand acquis de l'humanisme des Lumières, donc la raison. C'est la perte en quelque sorte de cette raison et malheureusement trop d'affect aussi dans la gestion des différentes problématiques. Eh bien, je pense que en fait, on s'est quelque part perdu. Pour ma part, ma boussole, c'est vraiment l'éducation et la culture. Asseoir les fondamentaux à travers la culture, à travers l'éducation, à travers la raison, à travers la raison des Lumières, me semble tout à fait essentiel. Et si ça vaut pour quelqu'un qui est né en Belgique, ça vaut aussi pour quelqu'un qui est né ailleurs, ça vaut aussi pour quelqu'un qui est né dans un pays musulman. Et je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas, les leçons de courage qui nous parviennent d'Iran à travers ces femmes et ces hommes qui, au péril de leur vie, crient à la liberté et taquinent aussi les religieux de mille et une façons drôles, mais aussi quelque part tragiques, eh bien dit qu'on peut aussi rire des religions, qu'on peut aussi taquiner ces systèmes-là, surtout lorsqu'ils deviennent des systèmes totalitaires. Et ne rien dire sur ces systèmes, eh bien, fait de nous des complices, malheureusement, de ces systèmes totalitaires. Alors, pour la Belgique en tant que telle, que pourrait-on dire des musulmans laïcs qui vivent en Belgique et quel serait le message que l'on pourrait porter auprès de ces musulmans laïcs? Alors, je dois dire que le cas de la Belgique n'est pas si différent des autres pays où malheureusement on ne fait pas suffisamment de place à l'expression d'une pluralité au sein des musulmans. Donc, il y a des musulmans croyants, il y a des non-croyants, mais à quel moment on entend parler de ces non-croyants, par exemple, très peu. À quel moment on entend parler de la complexité, de la pluralité, des problématiques auxquelles ils font face? Très peu. En fait, on a comme intériorisé le fait que musulman égale disons, croyants, en tout cas musulmans culturellement j'entends et sociologiquement parlant, et que finalement il ne peut pas y avoir de pluralité, il ne peut pas y avoir de complexité. Or, en décomplexifiant, on déshumanise. Ce n'est qu'en mettant de la complexité et de la pluralité que on peut humaniser les musulmans. Les musulmans sont comme les autres personnes, c'est-à-dire il y a de tout, il y a des systèmes de croyances, il y a des systèmes de conviction, et je pense que mettre la lumière sur cette pluralité, eh bien, ne fera qu'enrichir et ne fera qu'encourager ces personnes-là à prendre la parole, à s'exprimer. Malheureusement, les partis, et essentiellement les partis qui appartiennent au spectre, disons, plus à gauche, ont misé sur le clientélisme, sur le communautarisme, malheureusement, et n'ont pas encouragé l'expression des laïcs appartenant donc à l'islam de façon générale. Éviter l'essentialisation, donc. Absolument, absolument. Alors, dernière question, maintenant, qui est au centre, nous sommes des militants, alors comment lutter, comment faire, Jamila? Comment lutter? Avec les armes que nous avons, c'est-à-dire avec la raison, avec les mots, avec les idées, avec l'incarnation de ces idées-là. Il ne suffit pas de porter une idée, mais il suffit surtout de l'incarner, dire, expliquer, témoigner, sensibiliser, convaincre, rencontrer. Ça, c'est essentiel parce que à travers cette rencontre, on peut expliquer d'où l'on vient, on peut expliquer aussi nos aspirations, on peut décrypter le monde, on peut échanger, on peut construire un monde commun. Et l'objectif, c'est évidemment de construire un monde commun en mettant chacun un peu du sien.
Voilà, merci. En tout cas, c'est un beau programme et j'imagine que tout le monde pourra, en tout cas dans le monde laïque, un maximum de monde pourra s'y retrouver. En tout cas, merci Jemila pour cet entretien. Ça a vraiment été un plaisir de parler avec toi de ces différents sujets. Nous aurons certainement à l'avenir l'occasion de collaborer activement à Andenne avec toi et avec le collectif Laïcité Yalla. Et il me reste à vous remercier pour votre attention. Merci. Merci.